à ce que les entreprises s'approprient également ces questions-là. Et la CSRD, en fait, c'est la mise en musique, la mise en œuvre de cette capacité ou de cette nécessité qu'auront les entreprises à déclarer un certain nombre d'engagements et ensuite qui sera décliné d'ailleurs, je l'espère très prochainement, dans le devoir de vigilance, c'est-à-dire dans l'obligation de faire. Mais là, on est uniquement sur les obligations déclaratives de transparence. Donc, l'obligation de dire ce que les entreprises font pour respecter des objectifs à la fois, donc je répète, climatiques et de biodiversité, environnementaux au sens large. Et je dirai après un mot, parce que c'est la grande différence avec la question que vous avez évoquée tout à l'heure sur les normes internationales, sur les questions des droits humains, des droits sociaux, qui ne sont pas prises en compte au niveau mondial, en dehors de l'Union européenne. Donc, c'est de prendre cela en compte, non seulement par les risques que les entreprises peuvent subir, par exemple les approvisionnements en carburant, les approvisionnements en énergie, les approvisionnements en bois ou je ne sais quoi quand on est dans ces secteurs-là, ou en soja quand on est dans l'agro-industrie. Donc ça, c'est les risques pour l'entreprise. Mais également, et ça c'est une grande nouveauté, les risques que l'entreprise fait courir à l'environnement. Par exemple, et je reprends toujours cet exemple, quand vous me dites quelle est la différence avec la situation actuelle d'abord, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Hein, c'est la foire à la saucisse, je déclare ce que j'ai envie de déclarer, ou je ne déclare rien, ou je fais du greenwashing pur et dur, ou je mens, ou je fais de la communication en disant tout est merveilleux chez moi. Ça, c'est la situation actuelle. Sans aucun contrôle, sans aucune certification réelle, avec des agences de notation qui font plus ou moins bien leur boulot. On a vu par exemple qu'un grand groupe de maisons de retraite avait une notation RSE qui était exceptionnellement bonne, de l'ordre de 18 sur 20, alors que tout le monde sait dans quelles conditions horribles elle exploitait ces établissements. Donc la notation RSE était une avancée par rapport à rien, mais en réalité, il n'y avait pas, c'était le Far West, quoi. Il n'y avait pas de vraies règles et chacun faisait ce qu'il voulait. Donc là, ce qui est très important, c'est qu'on va normer les standards, on va normer les déclarations et on arrive à un moment de convergence parce que les investisseurs, pour des raisons, alors on va dire doubles. D'une part, il y a les investisseurs qui ont une vraie conscience de la nécessité de respecter les accords de Paris, etc. Donc il y a des investisseurs qui maintenant souhaitent avoir des investissements verts et pas des investissements gris, marron ou noirs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des investisseurs qui veulent protéger aussi leurs investissements et leurs marques. Par exemple, je n'ai pas envie d'investir dans tel fabricant de chaussures si demain, ce fabricant de chaussures se fait allumer par des ONG publiquement parce qu'il fait travail forcé en Chine, esclavage au Bangladesh ou ailleurs. Et donc, il y a une convergence, parfois par cynisme, parfois par opportunisme, mais parfois aussi par vraie conviction. Il y a une convergence entre ce que demandaient les ONG et les consommateurs depuis longtemps, à savoir qu'on ait des informations précises sur les conditions dans lesquelles les produits sont faits, sur les atteintes éventuellement aux droits humains, etc., à l'autre bout de la planète, pas simplement au sein de l'Union européenne. Et donc, il y a cette volonté-là, et en même temps, donc la volonté des investisseurs de savoir où ils mettent leur argent. Et donc, quand vous avez une convergence entre la société civile et le monde de la finance, évidemment, tout avance beaucoup plus vite. Donc, on est à ce moment précis où tout le monde, en gros, a besoin, de réguler le marché, c'est-à-dire il y en a marre que chacun dise ce qu'il veut comme il veut parce que des entreprises vertueuses se trouvent en concurrence. Par exemple, je vais prendre un exemple pour montrer qu'on est… Nestlé me disait, et je veux bien les croire, j'ai aucun problème à les croire, Nestlé me disait, et ils ont un accord d'ailleurs avec Greenpeace Suisse là-dessus, ils ont arrêté la déforestation, l'huile de palme importée sur déforestation, etc. Ils se sont mis dans les rails d'une exploitation durable d'importation d'huile de palme. Bien. On pense qu'on veut, mais en tout cas, ça c'est fait. Et ce que me disait Nestlé, c'est qu'ils sont en gros à 90% de leurs objectifs. Ils disent, mais pour atteindre les 10% complémentaires, il faut arrêter de nous mettre en concurrence avec des voyous qui continuent à importer à des prix moindres, etc., ce qui est issu d'une déforestation sauvage et illégale. Et donc, ils ont eux-mêmes besoin de normes pour pouvoir atteindre les 100%
de leurs objectifs d'une importation d'huile de palme durable. Voilà. Ça, c'est un exemple classique. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Michelin avec les pneus et les VA qui sont en concurrence avec des entreprises coréennes qui se contrefichent totalement de la question de la durabilité des forêts. Bon, très bien. Très bien. Donc voilà, le principe, la CSRD, en réalité, c'est d'essayer de normer pour tout le monde et pas que pour les très grandes entreprises. Vous avez eu raison de le dire, ce sont les entreprises de plus de 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires. Donc, on est déjà sur les entreprises moyennes, mais pas sur les très grandes, hein, sur les entreprises actuelles, sur le scope, sur le domaine d'application de la NFRD, qui est le texte actuellement en vigueur, c'est à peu près 10 000 entreprises. Là, on passerait un peu plus de 50 000, donc on voit bien qu'on rentre dans un schéma. On intégrerait toutes les sociétés cotées, y compris à partir de 2028, les sociétés, les PME cotées, et on va essayer d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment sur le déclaratif, de manière à ce que les entreprises qui ne fassent pas, qui sont sous les 40 millions et qui participent à une chaîne de production, notamment en matière textile, dans des secteurs à risque, on ait les informations qui remontent au niveau de la société qui doit déclarer. Donc voilà, pardon d'avoir été un peu long, mais alors, juste un point, pardon, je suis passé rapidement dessus alors que c'est essentiel. Vous parliez de la différence avec les normes sur lesquelles nous allons éventuellement nous trouver en concurrence. Pourquoi est-ce qu'on a insisté pour que l'Union européenne développe ses propres normes, ses propres standards? Pour beaucoup de raisons, mais deux majeures. La première, c'est que nous avions vu en matière financière et en matière comptable, après les différents scandales qui avaient eu lieu aux États-Unis, on a vu que les États-Unis avaient imposé leur vision financière immédiatement avec l'IFRS et avaient dit à toutes les entreprises, en gros, au monde, si vous voulez continuer à commercer avec les États-Unis, que ce soit d'ailleurs en Europe ou ailleurs, vous devez respecter nos normes financières. Et il l'avait imposé au monde. Et tout le monde s'était mis à courir derrière et avait appliqué les normes financières. Là, on est sur un domaine qui n'est pas le domaine de la finance, qui n'est pas le domaine d'intervention traditionnelle des Américains et de leur vision du monde. On est sur un aspect extra-financier qui inclut les questions environnementales, sociales, de droits humains, dont globalement les grandes entreprises américaines se contrefichent. Et donc, c'était très important que l'Europe n'attende pas éventuellement que les Américains fassent quoi que ce soit là-dessus, ou les Chinois, j'en parle même pas, et donc définissent ses propres standards et les posent sur la table. Ça ne veut pas dire qu'on va être seul au monde, ça veut simplement dire que si demain les Américains et les Chinois veulent pouvoir commercer avec l'Europe, eh bien, ils devront, je l'espère, respecter nos propres normes, notamment pour les produits qui rentrent sur le marché européen, même si ce sont des entreprises extra-européennes, parce qu'on va essayer de défendre l'extraterritorialité, nous aussi, de nos propres normes. Ça, c'est le premier point. Ne pas attendre des autres. C'est une question aussi de souveraineté, de défense des valeurs. On n'arrête pas de répéter l'Europe a ses valeurs, ses propres, etc. Ce qui est vrai. Enfin, cet équilibre entre les questions environnementales, insuffisant peut-être, mais on est les seuls au monde à essayer d'équilibrer le social, l'économique, l'environnemental, d'essayer de trouver cet équilibre. C'est le Green Deal, c'est tout un tas de grands principes. Donc, défendons-le. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que les États-Unis, et vous avez raison de le dire, ça n'était pas le cas sous l'administration Trump, mais l'administration Biden a quand même fait bouger un peu les lignes. Les États-Unis essayent de s'intéresser à des standards climatiques. Et c'est là où ça devient tout à fait intéressant, c'est de constater, et on a mis à la tête de l'ISSB, c'est-à-dire l'organisme, en gros, c'est la même chose que l'IFRS, c'est une fondation. Aux États-Unis, ça passe par des fondations, mais ce sont des fondations d'entreprises, évidemment. On a mis à la tête de l'ISSB Emmanuel Faber, donc l'ancien patron de Danone, qui était connu pour avoir une volonté d'ouverture de l'entreprise aux questions sociales et environnementales. On dit même que ça lui a coûté son poste chez Danone, ça c'est un autre sujet. Mais on a mis donc un Européen à la tête de l'ISSB, donc qui doit normer pour les États-Unis, et on l'a installé à Francfort. Donc il y a une volonté très forte de cette fondation essentiellement anglo-saxonne
de marquer, on va dire, le territoire européen. Pour autant, et ça c'est très très clair, la mission d'Emmanuel Fabière et la mission de l'ISSB, c'est uniquement de développer des standards sur la question climatique. Et donc de laisser totalement de côté la question des droits humains, la question des droits sociaux. Or, qui parle déforestation, bien sûr que quand on parle de déforestation, on a des enjeux climatiques liés à la destruction de forêts primaires. Mais on n'a pas que ça. On a la destruction d'habitats, on a de la destruction de populations indigènes, on a la destruction de la biodiversité, on a des importations démentielles de soja OGM pour nourrir nos animaux, etc., etc. Donc, vous êtes spécialiste des questions environnementales, donc vous le savez, je veux dire, on ne peut pas dissocier la question, en tout cas pour nous, on ne peut pas dissocier la question climatique du respect d'abord et avant tout des droits humains des populations indigènes qui sont présentes sur place et qui se retrouvent totalement, quasiment en situation d'extermination, en tout cas pour ce qu'elles sont dans leur culture et dans leur habitat, et puis l'atteinte totale à la biodiversité. Donc ça, à ce stade, et je pense encore pour longtemps, l'ISSB ne s'y intéresse absolument pas. Donc il était très important qu'on puisse avancer et normer là-dessus. Voilà. On peut également parler du fait que les deux textes, si tant est qu'il y a un texte construit au sein de l'ISSB aujourd'hui, n'ont pas exactement la même philosophie. Vous disiez tout à l'heure que le texte européen traite à la fois des risques que fait peser l'entreprise sur son environnement et des risques que l'environnement fait peser sur l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la double matérialité. A contrario, le projet de texte américain, lui, ne sera constitué que d'une simple matérialité. Voilà, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que c'est… Alors, il y a des débats parce que bon, le monde étant pas binaire, et vous le savez aussi, parfois les lignes bougent. Et au sein de l'ISSB, il y a notamment l'expertise du GRI, enfin, pardon de rentrer un peu dans le détail, mais qui est également une fondation de nature anglo-saxonne, mais qui sert de conseil d'ailleurs à la fois pour les FRAG qui norment pour l'Europe et pour l'ISSB. Eux défendent la double matérialité, c'est-à-dire qu'il y a donc au sein, y compris du spectre ISSB, il y a aussi des spécialistes de l'entreprise aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon qui défendent la double matérialité. Mais pour avoir un exemple concret de la double matérialité, quand McDonald's fait ses déclarations RSE ou ESG, ça dépend de quel, enfin bon, on s'en fout des noms, mais quand il fait ses déclarations sur son activité au Mexique, il va dans son rapport environnemental ou ESG ou droit humain, il va vous dire toutes les écoles qu'il a rénovées, il va vous dire toutes les crèches qu'il a ouvertes, et ce qui est vrai. Et je ne doute pas un instant que McDonald's ouvre des crèches et rénove des écoles au Mexique, mais il va oublier de dire tout ce qui pompe comme flotte sur les terres mexicaines, etc. Et donc, quelle atteinte il porte à l'environnement et à la sûreté hydraulique du Mexique. Voilà. Et là, donc, la double matérialité, c'est ça. C'est le fait de dire ce que va dire McDonald's, c'est tiens, j'ai peut-être un problème, un risque d'approvisionnement en eau. Ça, il va vous le dire parce que les investisseurs américains ont besoin de savoir si le marché au Mexique est dangereux ou pas pour fabriquer du Coca-Cola. Donc ça, c'est un risque. Mais le risque sur l'eau va simplement être comment puis-je l'utiliser? Alors que pour nous, évidemment, le risque, c'est aussi est-ce que je vais porter atteinte durablement aux nappes phréatiques, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère dans nos standards et dans nos déclarations, c'est est-ce que je vais porter atteinte aux nappes phréatiques mexicaines, même si je n'ai pas de risque spécifique d'approvisionnement pour moi. Voilà, donc ça c'est très important et c'est la grande différence entre notre vision, en tout cas celle que nous avons défendue au Parlement européen et celle que défendra, je crois, la Commission, et la vision anglo-saxonne et celle de l'ISSB. Alors, quelles sont aujourd'hui les prochaines étapes pour ce texte? Alors, il y en a beaucoup. La première, c'est de sortir les… alors, c'est sur un plan juridique,
Il y a un vote qui doit avoir lieu encore, puisqu'on a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu un accord entre le Conseil et donc le Parlement, puisqu'on a un schéma législatif très spécifique à l'Europe. La Commission propose un texte, il est voté au Parlement, en parallèle, il est voté au Conseil, donc par la représentation des États, et puis après, comme on n'est pas d'accord, on se met à discuter entre le Parlement et le Conseil pour arriver à un texte commun. C'est ce texte commun que nous avons désormais adopté. Il a été adopté dans le Conseil au mois là, il y a une dizaine de jours. Nous, on le vote, on va dire une espèce de deuxième lecture. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a renégocié. Moi, j'avais un mandat du Parlement pour négocier, donc on a négocié un texte et on va revenir en commission juridique, l'équivalent de commission des lois. On va voter ça le 14 juillet. Donc, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de Français dans ce texte. Il y avait Manon Aubry qui représentait la gauche, il y avait Marie Toussaint qui représentait les Verts. Voilà, donc on était un certain nombre de Français et la rapporteure socialiste est totalement francophone, Lara Wolters. Donc voilà, donc le 14 juillet, c'est une date symbolique sympa. Pour une fois, on ne fera pas défiler les militaires à Bruxelles, mais on votera un texte fondamental, vraiment, sur l'environnement et les droits humains. Ensuite, donc, l'EFRAG, qui est l'organisme en charge de la normalisation des standards, etc., que la Commission a mandaté, dans lequel a été créé, parce que l'EFRAG avait avant vocation financière, là, il a créé ce qu'on appelle un board, un comité exécutif de soutenabilité, de durabilité, pardon, et donc ce board va travailler avec des experts. Il y a des ONG qui sont rentrées, il y a la Fondation européenne pour le climat. J'ai rencontré hier les syndicats européens, le CSE qui est dedans. Enfin voilà, donc maintenant on a modifié un peu la gouvernance de l'EFRAG et l'EFRAG va définir les standards. Deux grandes périodes. À la demande du Parlement déjà, on a obtenu à ce qu'il y ait des standards spécifiques pour des secteurs spécifiques. Ça n'était pas prévu dans le texte initial, ça n'était pas la volonté des États, mais vous le savez, les risques sur les droits humains, par exemple, ne sont pas les mêmes dans le secteur textile qui va travailler et faire fabriquer au Bangladesh par des enfants ou par, enfin bon, tout le monde connaît en tête le drame de Dhaka, mais il n'y a pas que le drame de Dhaka, c'est tous les jours qu'on exploite les gens dans le secteur du textile et partout dans le monde. Donc, il y a des secteurs beaucoup plus à risque que d'autres. L'hôtellerie en France, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques risques. Enfin, globalement, ce ne sont pas les mêmes en matière environnementale et en matière sociale. Donc, on va définir dans un deuxième temps aussi des standards spécifiques et on y tenait pour des secteurs à risque. Il y a le textile, il y a la déforestation, il y a les minerais, l'extraction des minerais. Ce sont d'ailleurs des secteurs qui sont déjà visés par la législation européenne comme étant des secteurs spécifiques sur lesquels on doit avoir des législations dédiées. Donc, on aura des standards spécifiques sur ces secteurs-là. Ça viendra dans un deuxième temps, je crois de mémoire, hein, mais les dates peuvent évoluer. On est là en juin 2024. Juin 2023 pour les premiers standards, le premier groupe de standards, et 2024 pour le deuxième. On ira peut-être aussi, on évoluera encore en fonction des demandes. Bon, voilà, tout ça doit se mettre en œuvre. On part quasiment de rien. Donc ça, c'est vraiment les dates importantes. Après, en 2028, je vous l'ai dit, on a une clause de révision sur à la fois les extensions PME, sur la question qui, moi, m'est chère et sur laquelle, à ce stade, j'ai échoué, d'avoir une séparation claire des audits entre la question financière et la question extra-financière, ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas un seul rapport in fine, puisque, évidemment, par exemple, il faut prendre dans les provisions financières les risques qualifiés de manière extra-financière. Mais moi, à titre personnel, je regrette, je l'ai dit, je n'ai pas de majorité là-dessus, et donc je n'ai pas pu, je regrette fortement qu'on n'ait pas mis au même niveau l'audit extra-financier et l'audit financier, parce qu'à ce stade, j'aurai une certification, il n'y a aucun problème, donc je l'ai au même niveau en frontal. La seule chose, c'est que c'est le même auditeur qui va valider les deux. Donc, c'est l'auditeur financier, notamment les Big Four, hein, ne nous trompons pas, ça veut dire qu'encore une fois, on accroît le marché
des Big Four, de Ernst Young, de Price, de Deloitte, tout ça. Je n'ai pas de problème avec eux. Je veux dire, ils font partie d'une réalité tout à fait objective et on ne va pas dire vous ne savez pas faire le boulot. Mais j'aurais aimé que sur les questions extra-financières, puisqu'il y a des spécialistes de la question extra-financière, on puisse leur permettre d'auditer au même niveau. On a quand même arraché, et c'est important, une certification européenne pour l'extra-financier, ce qui va permettre de sortir un peu du flou dont je parlais tout à l'heure des agences de notation, parce que les agences de notation n'étaient pas certifiées. Enfin, là, on va rentrer quand même dans une professionnalisation de l'extra-financier pour le mettre au même niveau avec la même rigueur que le financier. On a autorisé des expertises indépendantes, notamment demandées par un groupe d'actionnaires pour les grandes entreprises. C'est très important, c'est-à-dire que des actionnaires pourront demander à ce qu'il y ait une expertise indépendante qui soit faite sur un certain nombre d'objectifs de la CSRD, notamment les plans de transition, etc. etc. Donc, voilà, ça sera fait par des cabinets d'expertise certifiés qui ne seront pas nécessairement qui seront nécessairement pas les auditeurs financiers de cette entreprise, mais qui pourront être autre chose que les Big Four, par exemple. Voilà. Donc ça va bouger. J'espère qu'en 2028, ça bougera encore plus et qu'on ira un peu plus loin. Donc, un début d'application finalement dans les mois qui viennent. Oui, alors pour notamment celles qui sont déjà soumises à la NFRD, c'est-à-dire à la législation actuelle dont vous parliez tout à l'heure, là on va démarrer ça dès l'année prochaine, dès les bilans de 2024, ça devrait déjà être en vigueur. Après, je ne veux pas prendre d'engagement sur les calendriers parce que vous le savez, hein, c'est aussi la joie de l'Europe, les calendriers d'application des directives, les directives ne sont pas d'application immédiate, elles doivent être transcrites dans les droits nationaux. Et ce sont les États membres qui vont mettre en musique. Alors, ils ont des délais, la Commission est là pour veiller à ce que les délais soient tenus. Après, vous le savez très bien, il y a des États qui vont aller très vite. Il y a des États comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la France qui ont déjà une législation, qui donc vont rentrer, à mon avis, très, très rapidement dans le processus. Il y en a d'autres, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça va prendre, j'en doute pas, plus de temps. Moi, mon sujet, et ça aussi un grand risque, et nous le savons, c'est qu'on n'ait pas demain sur la CSRD les mêmes difficultés que celles qu'on connaît en matière fiscale ou en matière sociale. C'est-à-dire, en gros, les entreprises vont déplacer leurs sièges sociaux de maison mère, par exemple, pour s'adapter à la législation la plus faible. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé en Irlande, au Luxembourg, par exemple, en matière fiscale, ou pour d'autres pays, à l'époque au Royaume-Uni, en matière sociale. Donc, voilà, il faut qu'on évite ça. Et donc, on va tout faire pour essayer d'harmoniser. Mais ça relève essentiellement de la Commission, de la volonté de la Commission, et puis de la volonté des États membres de mettre tout cela en musique. Après, ne soyons pas naïfs, hein. Il y a des États qui font tout, par exemple sur l'extraterritorialité, au nom du libre-échange, etc., le fait de ne pas perdre de part de marché, par exemple en Chine. Ils vont tout faire pour que les entreprises chinoises ne soient pas soumises concrètement aux mêmes obligations déclaratives. Donc on sait qu'il va y avoir une résistance. Voilà, ça va être le combat politique des mois et des années qui viennent. Parce que c'est aussi une des nouveautés de ce texte, c'est qu'elle s'applique également aux entreprises qui opèrent en Europe, quelle que soit leur nationalité. Voilà, alors c'est la grande nouveauté, c'est le Parlement. On se demande souvent de manière en France à quoi sert le Parlement européen, etc. Le Parlement européen, d'abord, sert à faire des textes européens, mais surtout, il essaye de les améliorer, d'améliorer les propositions de la Commission sur des normes qui soient des normes fortes et sur le fait qu'on ne soit pas dans l'hypocrisie la plus totale, parce que l'hypocrisie, ça consiste à aller faire dehors et loin des caméras ce que l'on s'interdit chez nous. C'est-à-dire que moi, je passe ma vie à le répéter, ça ne sert à rien d'interdire l'esclavage ou le travail des enfants en Europe si les entreprises européennes externalisent en Chine, au Bangladesh ou au Vietnam le dit travail et ensuite réimportent les produits que nous-mêmes nous achetons. Enfin, c'est l'hypocrisie la plus absolue. Je ne parle là même pas des questions de pollution ni d'environnement, je parle juste de questions humaines. Pour moi, une travailleuse ou un travailleur au Bangladesh devrait avoir les mêmes droits humains. Je ne dis pas les mêmes conditions de travail, évidemment, mais au moins les mêmes droits humains que nos propres travailleurs. Donc, pour ça,
il faut qu'on impose aussi aux entreprises externes. Sinon, on va avoir des filiales à Singapour ou ailleurs qui vont inonder derrière le marché européen. Donc, c'est une des nouveautés. Ça ne sera pas facile. Hein. La Commission était contre. Alors, non pas sur le principe. Hein. La Commission, sur le principe, a toujours dit « mais oui, on comprend très bien, on est d'accord, mais, tout est dans le mais la mise en œuvre sera très compliquée ». Et moi, je prends toujours un exemple en disant « écoutez, la mise en œuvre, quand on veut importer des jouets et qui doivent être aux normes, pour que nos enfants, par exemple, ne s'étouffent pas demain matin quand ils jouent avec un Playmobil quelconque, même quand il est fabriqué en Chine, on arrive à imposer les normes européennes, sinon ça ne rentre pas. » Eh bien, je dis maintenant, le principe, c'est que pour les questions environnementales et de droits humains et de droits sociaux, il faut qu'on ait les mêmes principes. C'est-à-dire, ça ne rentre pas sur le marché européen si il n'y a pas les déclarations, si on n'a pas la possibilité de… C'est une révolution, hein. C'est une révolution notamment dans l'esprit de ceux qui considèrent que l'Europe est un grand marché et qu'en gros, c'est que ça. Donc, on importe tout, on exporte, on fait du commerce et tout va bien. Je n'ai rien contre le commerce, je n'ai rien contre l'ouverture des frontières, au contraire. Je pense même que ça participe des échanges culturels et humains et c'est important. Mais, encore une fois, moi, je suis pour qu'on régule ces échanges. Vous évoquiez en début de votre propos l'articulation qui devrait se faire avec le prochain droit de vigilance. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, c'est très important. C'est-à-dire que là, on est sur l'obligation de dire, si on fait un peu de droit. On va dire qu'on est dans une obligation déclarative, simplement, donc l'obligation de dire. C'est une vraie obligation de moyens. Il n'y a pas du tout de résultat en quoi que ce soit. Il y a simplement qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on a bien pris en compte les objectifs climatiques? Qu'est-ce qu'on fait pour les mettre en œuvre? Sur quelle période? Et voilà. Ou les questions humaines ou autres. Très bien. Le devoir de vigilance, c'est différent. C'est pour moi l'application suivante, c'est l'obligation de faire. C'est-à-dire que vous avez dit, OK, par exemple, je respecte et je vais respecter au Mexique les droits des indigènes, des populations indigènes à l'accès à l'eau. Très bien, c'est un engagement, il est écrit et c'est déjà un très bon engagement. Mais le devoir de vigilance, c'est est-ce que concrètement, vous le faites? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes uniquement dans je vais faire attention à l'eau ou qu'est-ce que vous avez fait? Par exemple, est-ce que j'ai renoncé à tel projet parce que tout simplement, je ne pouvais pas y faire sans porter atteinte à l'habitat de… OK. Ça, c'est le devoir de vigilance. Et le devoir de vigilance, ça va être sur la chaîne complète. Ça va être la grande bagarre, hein, parce que le devoir de vigilance, on a à peine là la proposition du texte de la Commission, donc on n'a même pas commencé à en discuter au Parlement. On avait fait un rapport là-dessus, mais là maintenant on est dans le législatif. Et donc, on va avoir une vraie bagarre, par exemple, pour savoir jusqu'où on va dans la chaîne dite de valeur ou dans la chaîne de sous-traitance sur le contrôle. Parce que tout le monde sait que sur le devoir de vigilance, c'est dans les pays du Sud, c'est à l'autre bout de la planète, c'est à Madagascar, c'est là que sont les véritables atteintes aux droits humains et à l'environnement. Donc, il va falloir descendre très bas dans la chaîne, et pour tout dire, jusqu'en bas. Et ça va être un vrai combat parce qu'évidemment, les lobbies, un certain nombre de lobbies se sont déjà mis en œuvre pour dire non, mais attendez, on ne peut pas contrôler, vous pensez bien, regardez, moi, cet exemple m'est arrivé tout de suite par Business Europe, qui m'a expliqué que regardez, Airbus, ils ont 1000 sous-traitants. Comment voulez-vous qu'ils contrôlent les 1000 sous-traitants? Et c'est un argument qui, moi, me fait à la fois sourire et m'énerve. Alors, il m'énerve d'abord, mais c'est si demain un Airbus s'écrase parce qu'un des boulons a été mal fabriqué, est-ce que la réponse d'Airbus, ça va être de dire « Ah ben moi, c'est le sous-traitant 368e sur la chaîne qui a fabriqué ce boulon, donc vous comprenez, je ne peux pas le vérifier. » C'est se foutre du monde sur les questions de sécurité. Airbus a un cahier des charges, Airbus vérifie, et aucun sous-traitant ne peut entrer dans la chaîne s'il ne respecte pas tout un tas de conditions. Eh bien, je ne vois pas pourquoi, et j'imagine vous non plus, on ne pourrait pas avoir la même rigueur, le même contrôle et les mêmes objectifs, par exemple, sur le fait de ne pas faire travailler des enfants ou de ne pas avoir recours à du travail forcé. Ça devrait être possible. Si on peut le faire pour la sécurité, on doit pouvoir le faire pour les enjeux qui concernent l'humanité au sens premier du terme. Donc, je n'aime pas cet argument.
mais je sais qu'il va être utilisé, bien sûr, et qui va être repris par un certain nombre de législateurs, parce que ne soyons pas naïfs non plus, il y a des enjeux financiers considérables derrière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que j'ai perdu sur l'audit? C'est pas parce que les gens viennent nous dire, non, l'audit extra-financier, on n'en veut pas. C'est sûr que non. C'est parce qu'il y a une puissance infernale des Big Four notamment, qui ne veulent pas voir leur marché réduit. Au contraire, ils veulent le développer. Donc, ils vont tout faire, et ils ont tout fait, pour interdire cet audit extra-financier. Demain, sur le devoir de vigilance, on va avoir le même combat d'un certain nombre d'organismes qui vont dire non, vous allez tuer le marché, en gros. Voilà. Mais le devoir de vigilance, c'est quelque chose de très important, mais qui n'arrivera pas, malheureusement, à mon avis, qui n'arrivera pas là dans les mois qui viennent. Je pense qu'il y a le temps de la négo, ça va être dur. Donc, je le vois plutôt, le devoir de vigilance, sur 2023, voire peut-être, malheureusement, 2024. Est-ce que vous avez également des perspectives pour ce qui est des textes de l'ISSB? Non, alors l'ISSB, sauf erreur, l'ISSB a déjà commencé à développer ses premiers standards en matière climatique, je répète. Je sais qu'ils ont commencé à travailler. On a parlé de quelques mois. Mais après, c'est très compliqué parce qu'ils peuvent développer des standards assez rapidement, parce qu'en matière climatique, finalement, les experts sont à peu près les mêmes partout dans le monde maintenant. Donc, on a des guidelines, comme disent nos amis anglo-saxons, qui sont très clairs. Donc, on sait à peu près où on peut aller, mais ils ont des consultations publiques à mettre en œuvre. Ils ont ensuite des retours à faire avec un certain nombre d'organismes. Mais surtout, moi, c'est pas tellement le fait d'adopter des standards, c'est quelles conséquences aura l'adoption de ces standards. Par exemple, l'organisme de contrôle de la bourse américaine, la SEC, on ne sait pas du tout à ce stade s'ils vont ou pas imposer des éventuels standards de l'ISSB. Donc, il n'y a pas simplement le fait de les prendre, il faut savoir qui, in fine, va les utiliser. Et moi, mon grand risque, c'est pour ça que je pousse pour que les Européens fassent le job le plus rapidement possible. Moi, mon grand risque, c'est qu'on fasse exactement comme en matière fiscale, c'est-à-dire qu'on attend que le CDE se mette d'accord sur un standard mondial, etc. On voit bien que là, on est à peine maintenant sur l'imposition des GAFAM. Il a fallu attendre que Joe Biden arrive aux États-Unis. Si Trump était resté, on n'aurait jamais eu ces standards communs en G20 puis à l'OCDE. Donc, moi, mon grand risque, c'est celui-là. C'est-à-dire que je ne sais pas à quelle vitesse l'ISSB va sortir. Je pense assez vite, parce que l'ISSB, évidemment, ils ont bien compris que plus ils tardent et plus les Européens vont prendre la main sur la normalisation. Donc, il y a aussi une lutte. Donc, je pense qu'ils vont sortir assez vite. Et je sais aussi qu'il va y avoir chez nous immédiatement, dans les semaines de la sortie des standards ISSB, il va y avoir des demandes d'un certain nombre de groupes influencés, on va dire, par le lobby ISSB, qui va nous expliquer que ce n'est plus la peine de faire les normes spécifiques européennes. Maintenant, il y a un standard ISSB, donc allons sur un standard mondial et discutons de tout ça entre gens de bonne compagnie. Et donc, voilà, je sais que ça va arriver. Je sais qu'on va avoir aussi une bagarre politique là-dessus. Je ne crois pas, objectivement, je crois que les temps ont changé. Il y a encore 5 ans, je vous aurais dit, ce combat, on va le paumer. C'est-à-dire, en gros, on va s'aligner sur l'ISSB. Là, les choses ont changé. Il y a eu l'administration Trump et un certain nombre d'Européens, même très atlantistes, se sont dit oui, mais quand même, tout faire attendre des États-Unis, c'est compliqué. Parfois, les États-Unis ne sont pas au rendez-vous. Donc, il y a une partie, on va dire, des atlantistes qui ont bougé. Et il y a aussi une autre partie avec le problème de la guerre en Ukraine, la Russie, etc., la Turquie, qui commence à dire, bon, ça serait bien que l'Europe, quand même, existe un peu plus sur la scène internationale. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de majorité. Mais, bon, il y aura en tout cas un lobby très fort là-dessus, ça, il n'y a aucun doute. Je vous propose d'ouvrir la séance de questions-réponses. Il y a déjà quelques propositions. Géraldine Maignan, voulez-vous poser votre question en direct ou voulez-vous que je la reprenne?
Est-ce que vous m'entendez là? Oui, absolument. Très bien. Eh ben, effectivement, donc moi je voulais effectivement voir un peu quels étaient un peu les garde-fous qui étaient envisagés pour éviter le greenwashing d'une manière générale, puisque visiblement c'est du déclaratif. Et est-ce qu'il y avait des autorités de contrôle qui seront ou qui sont déjà mandatées pour contrôler la véracité de ces informations? Alors, c'est une excellente question. Évidemment, il n'y a pas de régulation sans contrôle. C'est un principe de base. Ça vaut pour toutes les juridictions, ça vaut pour tout. Le déclaratif, il ne faut pas reprocher le fait que ça soit que du déclaratif, parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose, et on ne peut avoir ensuite de sanctions qu'à partir du moment où on constate que les entreprises soit n'ont rien déclaré, soit ont menti. Donc c'est important déjà d'avoir ce déclaratif. Mais oui, il y aura des organismes de contrôle, simplement ils vont dépendre des États membres, chaque État membre va le mettre en place. Par exemple, en France, à ce stade, ça sera l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui va contrôler les déclarations qui sont faites. Mais moi, je ne désespère pas d'avoir des autorités de contrôle aussi efficaces que ce que peut être l'AMF. Alors peut-être une AMF revue, mais également en matière extra-financière. Ça va, mais en tout cas, il y aura des organismes de contrôle par pays. Il y aura l'obligation d'avoir aussi des sanctions par pays, même si nous n'avons pas réussi à définir, parce que les États membres ne l'ont pas voulu, nous n'avons pas la possibilité de définir des sanctions au niveau européen. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un organisme qui chapeaute tout ça au niveau européen. On l'aura sur le contrôle de la certification dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'expertise extra-financière, ou la certification des financiers qui voudront également pouvoir certifier l'extra-financier. Ça se passera par des organismes de contrôle étatiques, comme on l'a par exemple en France pour les commissaires aux comptes. Donc on va avoir une vraie rigueur. J'espère qu'on aura la même dans toute l'Union européenne. Je ne peux pas à ce stade prendre l'engagement. Après, bon, c'est probable qu'on ait la même rigueur au sein de toute l'Union européenne avec des organismes de contrôle. Mais je ne peux pas encore vous dire partout lesquels, ce n'est pas prévu. La seule chose, il y a une obligation légale de le faire. Alors, nous avons tout un jeu de questions de Samoria Wilson. Samoria, voulez-vous les poser en direct? Sinon, je vais les poser. Alors, dans la course à l'établissement des standards de reporting de durabilité avec l'ISSB, comment l'EFRAG peut-elle l'emporter face à la force de frappe de l'IASB qui a réussi à imposer les normes IFRS aux entreprises européennes cotées? La réponse, elle est dans le combat politique. Alors là, c'est clair, c'est net. On a déjà gagné la première étape. J'ai visé tout à l'heure le fait que le contexte géopolitique international avait changé, le fait qu'on ne voulait plus nécessairement dépendre systématiquement des Américains, le fait que l'arrivée de l'IFRS aussi a traumatisé la manière dont l'IFRS a été mise en œuvre et où les États-Unis ont dit bah voilà, maintenant c'est comme ça et il n'y a rien à discuter, a choqué. Donc on l'a mis en œuvre parce qu'il n'y avait pas le choix, le on étant un on collectif au sein de l'Union européenne, mais les temps ont changé. Donc, comment on peut s'en assurer? J'avoue que j'en sais rien, je ne lis pas dans le futur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que concrètement, je n'aurais pas été rapporteur pour le Parlement, on va être clair. Le Parlement ne m'aurait pas désigné comme rapporteur de ce texte si les temps n'avaient pas changé. Il l'aurait donné à quelqu'un qui n'avait pas la même vision que la mienne. Je ne me fais aucune illusion. Il y a quelques années, je n'aurais pas pu avoir ce rapport pour le compte du Parlement européen, je n'aurais pas été le négociateur du Parlement. Donc, ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est simplement pour dire que la vision que je portais, qui est une vision qui vient du monde de l'écologie, qui vient du monde de la régulation et qui vient du monde de la protection d'un certain nombre de valeurs, n'aurait pas été choisi par le Parlement. Voilà. Donc ce n'est pas une garantie évidemment sur le futur et par ailleurs les États membres peuvent tout détricoter en fait en ne mettant pas en œuvre les choses. Mais bon, moi je suis assez optimiste quand même là-dessus. Alors, autre question de Samoria Wilson, qui a l'air d'être une technicienne juridique. Pourquoi avoir pris l'option d'une directive plutôt que d'un règlement? À votre avis,
Si, à votre avis, hein, pourquoi passer par… non, ben, tout simplement parce que le règlement se serait imposé aux États membres et que les États membres auraient bloqué le texte. Hein, parce que ne rêvons pas, il y a un pouvoir, et vous le savez, il y a un pouvoir de veto de la part d'un grand nombre d'États membres. Bon, ces textes-là se prennent à la majorité, mais si la Commission a voulu passer en force avec un règlement, ça aurait bloqué. En revanche, il y a des textes réglementaires qui peuvent bouger. Par exemple, sur l'audit, c'est un règlement. Donc, il y a normalement, tout ça devrait être réformé derrière. Mais bien sûr que la directive, à titre personnel et en tant que pro-européen, j'aime beaucoup plus les règlements parce que ça évite les fameux trous dans la raquette entre différents États membres. Ce que je parlais tout à l'heure avec le fameux cherry picking cher aux Britanniques avant, mais pas que. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Ça, c'est pas bon. Quand une loi s'applique à Paris, elle s'applique aussi à Marseille et à Lille. Avec les directives, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais je suis d'accord, hein, mais évidemment, il y a eu un lobbying très fort des États membres. Alors, dernière question de Mme Wilson. La CSRD concernera 50 000 entreprises qui travaillent avec des milliers de PME, TPE, intervenant dans leur chaîne de valeur. Or, ces dernières ne sont soumises à aucune obligation de reporting. Ouais. Comment appréhendez-vous ce point essentiel à l'atteinte de l'objectif final de la réglementation, à savoir le net zéro à l'horizon 2050 ? Alors, je pense qu'il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que le net zéro est un engagement étatique. Il n'y a aucune entreprise, à ma connaissance, hein, légalement tenue à être sur le net zéro. C'est-à-dire que l'entreprise doit prendre sa part, et évidemment celles qui sont dans le secteur de l'énergie ou des secteurs de forte pollution, parce qu'il n'y a pas que le net zéro. Je répète, ce que fait le textile, par exemple, sur la pollution des cours d'eau, des rivières, des nappes phréatiques, dans un grand nombre de pays, est extrêmement grave, et au moins aussi grave que les enjeux climatiques. Toucher à l'eau, c'est toucher à la vie. Hein, donc c'est également très, très grave. Cet objectif n'est pas un objectif normatif pour les entreprises. Donc, comment on va y arriver sur l'ensemble de la chaîne de valeur ? Je pense que d'abord, ça va être long, ça va être compliqué, et ça va être dans le déclaratif au départ, parce que oui, on va essayer d'intégrer les PME, je l'ai dit, dans le devoir de vigilance, on va intégrer toute la chaîne de valeur. Mais là aussi, dans le déclaratif, on va essayer. Quand je parlais tout à l'heure de l'obligation, par exemple, de dire ce que l'on fait sur les conditions de l'utilisation d'eau au Mexique, ou ce que EDF a failli faire au Mexique, mais là, le projet a été arrêté sur l'atteinte notamment à des habitats indigènes, on doit arriver à avoir ces informations au niveau de la société mère, et c'est à elle de déclarer et d'aller vérifier pour le compte de ses filiales. C'est un peu ce que je disais avec les boulons sur Airbus. Je n'ai pas nécessairement, moi, besoin d'aller vérifier jusqu'au bout de la chaîne si les entreprises sont soumises aux mêmes normes de sécurité que celles d'Airbus. En revanche, je peux me contenter, en tout cas dans du déclaratif certifié, je peux me contenter du fait qu'Airbus s'engage à aller vérifier, etc., etc. Ça va être ça, le déclaratif. Donc, par ailleurs, on ne peut pas, sur un texte de loi qui est quand même un texte de loi nouveau, complexe, avec des standards importants, avec des vérifications, on ne peut pas l'étendre aux PME, là, maintenant, tout de suite. C'est juste impossible, et il y aurait une résistance totale des entreprises, et pas que. Je veux dire, politiquement, je n'avais pas de majorité pour inclure les PME tout de suite dans ce schéma-là. Qu'on prenne le temps petit à petit, que les déclarations aient lieu déjà en mots, et c'est déjà pas mal, parce que si j'ai des ONG qui viennent expliquer que Zara Europe ou Zara Monde a déclaré que blablabla, bla, 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 et qu'en revanche, ils peuvent démontrer qu'au Bangladesh, quelqu'un qui travaille pour Zara, alors, bon, on va pouvoir faire le lien, et on aura la possibilité de poursuivre Zara Europe en Europe, en disant, mais attention, vous ne respectez pas, etc., etc. Donc, on va avoir une possibilité nouvelle qui n'existe pas pour le moment. Voilà. C'est pas, je suis d'accord, hein, on n'a pas tout. Maintenant, vous n'avez pas non plus les déclarations, les bilans de toutes les entreprises dans le monde entier. Bon, on est obligé à un moment ou à un autre de se contenter de ce que l'on peut vraiment vérifier. Et moi, je ne peux pas les vérifier au Bangladesh, par exemple, les conditions de respect des normes syndicales.
En revanche, je sais que des ONG peuvent le faire et peuvent nous aider à avoir ces infos. Une question d'Olivier Descamps. Bonjour, je reviens sur le timing. Donc, vous avez parlé d'un vote le 14 juillet sur la transcription dans les droits nationaux et notamment pour ce qui concerne la France. Alors, la situation gouvernementale est un peu instable, mais est-ce que vous avez déjà discuté avec l'administration? Est-ce que vous avez identifié un texte dans lequel pourrait arriver cette directive? Alors, il faut d'abord, sur un plan pratico-pratique, donc le 14 juillet, on vote en jury. Comme ça a été voté au Conseil, enfin, encore repère, il faut, une fois que le jury aura voté, le travail proprement dit de préparation du texte aura lieu pendant les vacances. C'est-à-dire qu'il faut que le texte soit traduit en 24 langues, certifié, enfin, etc., etc. Je passe le détail, mais pour que la directive puisse être appliquée dans les États membres, il faut d'abord qu'elle soit publiée au journal officiel européen. Et ça veut dire vote solennel au Parlement européen, vote solennel au Conseil. Donc, on pense que ça sera solennel dans le sens où ça sera vraiment le texte finalisé, virgule vérifié. Et ça sera plutôt en octobre. Donc, on voit une publication au journal officiel avant la fin de l'année 2022. Et donc, à partir du moment où c'est publié au journal officiel, ça va se décliner dans les États membres. Il est probable que la France, qui a été très demanderesse de ce texte, qui a poussé, qui a vraiment fait le boulot, et tout le monde a soutenu le fait et a constaté que la présidence française de l'Union européenne, c'est pour ça qu'on voulait que ce texte soit adopté avant fin juin, ce qui a été le cas, puisque c'est passé au Conseil il y a une dizaine de jours, la France a poussé. Donc la France va vraisemblablement transcrire très rapidement. Je dis vraisemblablement parce que malheureusement pour moi, quand vous dites est-ce que j'ai des contacts, etc., je n'en ai plus à ce stade, tout simplement parce que mon contact, c'était Olivia Grégoire, qui était secrétaire d'État en charge à Bercy de ce dossier, et elle en avait vraiment à la fois la responsabilité et l'envie. Donc elle a énormément bossé pour que ce texte avance et soit adopté. Olivia Grégoire a été nommée à d'autres fonctions, d'abord au porte-parole, là, mais ça n'a pas duré très longtemps, et maintenant au commerce, artisanat, etc. Donc je n'ai plus de contact, je ne vais pas vous mentir, hein, je n'ai plus là de personnes physiques, à part évidemment l'administration, mais je n'ai plus de ministre, puisque ça relève de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire ne s'est jamais directement impliqué dans ce dossier-là, il avait vraiment tout délégué à sa secrétaire d'État. Donc, voilà, je ne peux pas vous répondre, je ne vais pas vous mentir, j'attends et d'ailleurs je vais réinterroger Olivia Grégoire, j'attendais qu'elle prenne ses fonctions, pour lui dire qui, à Bercy maintenant, va reprendre concrètement ce dossier, parce qu'il y a le suivi. Vous avez parfaitement raison de dire il y a le suivi, mais il y a le suivi de la transcription, ça c'est une chose, mais il y a aussi le suivi de la mise en œuvre. Et moi, je suis très intéressé, notamment quand je vous parlais tout à l'heure de la certification, des cabinets d'expertise ou autres, etc. Moi, je suis très intéressé à voir comment concrètement ça va être mis en œuvre. Je ne vais pas m'arrêter et on ne va pas s'arrêter simplement au fait qu'il y a un texte de loi. Ça serait trop facile. Donc moi, je vais continuer à pousser. Encore faut-il que j'ai un ou une interlocutrice au sein de ce gouvernement dont vous avez vous-même fait remarquer qu'il venait de… Voilà, on ne sait pas trop qui fait quoi là encore. Donc, j'espère que je vais avoir très très vite un contact et pouvoir pousser la mise en œuvre en France aussi. Question d'Anne-Laure Barral. Je l'avais écrite. Vous m'entendez? Oui. Ah bon. C'était pour savoir si, mais vous avez en parlé, si Alors, il y avait des sanctions prévues en cas de… Ouais, mais j'ai pas. C'est pour ça que je l'ai écrite. Tu peux la lire, Valérie, s'il te plaît? Est-ce que des sanctions sont prévues en cas d'information mensongère et qui fera appliquer ces sanctions s'il y en a? Ou est-ce qu'on compte sur le principe du name and shame? Les deux. Bon. Les deux, c'est-à-dire que le name and shame, ça qu'a demandé à mon ami Glucksmann, ça continuera à exister. Je fais confiance aux ONG pour aller faire le job. C'est-à-dire que
le point de départ, c'est que pour le moment, on n'avait pas d'informations. Donc là, on est en train de se battre des trucs concrets. Je ne vous ai pas embêté avec ça, mais par exemple, pour le fait que les données soient sur une plateforme européenne partagée avec la possibilité d'extraire les infos, qu'elles soient lisibles par machine. Enfin bon, on a tout un tas avec neutralité technologique. Enfin bon, on a tout un tas aussi d'éléments qui nous ont été demandés par les ONG pour pouvoir avoir les infos, les extraire et les utiliser. Donc, le name and shame, oui, bien sûr, mais les sanctions, moi, les sanctions, je crains une chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir des États qui vont sanctionner le non déclaratif ou le mal déclaratif. Mais il va y avoir des États, et c'est pour ça que je suis assez inquiet, où finalement ils ne vont pas sanctionner et on va rester dans ouais, bon, ok, ça existe, ça doit être fait, c'est pas très grave. Mais je pense qu'on va avoir sur la question est-ce que les fausses déclarations vont être sanctionnées, là je parle en tant que juriste, pour moi, je pense qu'il y a déjà les textes de loi pour ça. Parce que c'est de l'information mensongère, c'est de la publicité mensongère. Si vous dites mes produits sont durables ou je ne fais plus, etc., et que ça n'est pas le cas et qu'on peut le prouver, c'est-à-dire puisqu'on aura la déclaration que vous faites qui est certifiée, on aura deux moyens d'action. Le premier, c'est qu'on pourra agir contre les auditeurs qui ont certifié de fausses déclarations. Donc déjà, ça va calmer les fausses déclarations, parce que Ernst & Young ou les autres, ils n'ont pas envie d'avoir leur nom, ça a coûté assez cher à Arthur Andersen, ils n'ont pas envie d'avoir leur nom nécessairement sali par des certifications de fausses déclarations. Donc, il va déjà y avoir un assainissement en amont, parce que l'auditeur va faire attention. Ça, c'est la première chose. Après, l'auditeur, on peut lui mentir aussi, on peut ne pas tout savoir. Donc, si des ONG arrivent à prouver ces exemples que je donnais tout à l'heure sur le Bangladesh ou autre, si on arrive à prouver que dans un certain nombre de pays, les engagements ne sont pas respectés, alors la justice pourra être, saisie, à mon sens, par des ONG ou par des syndicats ou je ne sais qui, pourra être saisie pour fausse déclaration. Même s'il n'y a pas de sanctions spécifiques, à mon avis, la législation actuelle existe déjà, parce que c'est une forme d'abus de confiance, d'escroquerie, enfin, je ne sais pas comment le qualifier précisément, mais c'est publicité mensongère, à n'en pas douter, fausse information aussi pour les sociétés cotées. Vous avez des actionnaires qui vont pouvoir dire, mais attendez, on m'a trompé, j'ai mis mon argent dans une... Donc voilà, je pense qu'on a déjà les textes. Après, j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait des textes clairs d'interdiction d'accès au marché public. Dans certains secteurs, le fait de ne pas pouvoir accéder au marché, on le fait en matière fiscale. Vous ne déclarez pas, pas tous, mais normalement, quand vous ne payez pas d'impôts, quand vous ne déclarez pas vos impôts, vous n'avez pas la possibilité de répondre à des appels d'offres publics. Donc, on pourrait imaginer ce même genre de sanctions. J'espère que ça sera mis en œuvre. Je crois que vous êtes un tout petit peu pris par le temps ce matin, Pascal Durand. Oui, j'ai un autre. Oui, et puis comme je suis bavard, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, suggestions auquel cas on laissera le député européen vaquer à ses tâches quotidiennes. Ouais, quotidiennes. Oui, alors, ça fait partie. Pardon, mais c'est vraiment un texte. Enfin, pour moi, ce texte-là est un texte très, très important. Hein. C'est avec le devoir de vigilance, ce sont les deux piliers de la transformation de la vision de l'entreprise. C'est vraiment, j'aime pas les grands mots, c'est pas la moralisation du capitalisme, c'est pas tout ça, je sais pas tout ce qu'on met derrière ces mots-là, mais concrètement, c'est vraiment la prise en compte d'enjeux sociétaux très forts dans le monde de l'entreprise, dans le monde des investisseurs, de la finance. C'est donner du pouvoir aux ONG. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie des leviers de transformation de la société et du fait que les valeurs, entre guillemets, que nous défendons en Europe puissent quand même se prolonger au-delà de nos frontières. Donc, est-ce que vous voyez des liens aussi avec la taxonomie? J'étais étonné que cette question ne soit pas tombée, surtout avec le vote hier sur l'objection. Oui, il ne vous a peut-être pas échappé, mais si ça vous a échappé, donc je vous confirme que je n'ai pas
moi, voté comme l'ensemble la grande majorité de mon groupe. Et évidemment, j'ai voté l'objection. Je considère que le nucléaire et le gaz ne sont pas des investissements verts et qu'à ce titre, ils ne doivent pas figurer dans la taxonomie, ce qui ne veut pas dire, je ne suis pas non plus complètement fou, je sais très bien qu'il doit y avoir des transitions entre le charbon, le gaz, que le nucléaire, on ne va pas passer à zéro alors qu'on est à officiellement 73%, en fait, dans les faits, à moins de 50% maintenant. Mais je pense qu'il y a des investissements verts qui sont indispensables, qui doivent être fléchés et que l'argent devrait rester sur ces investissements-là, le renouvelable, la sobriété, etc. etc. Bon. Mais oui, il y a un lien avec la taxonomie, donc la taxonomie au sens large, bien sûr, il y a un lien très important. Il y a un lien avec la finance soutenable, hein, puisque ces investissements doivent être intégrés maintenant dans le déclaratif. Il y a le fait que les objectifs du Green Deal, de manière générale, doivent trouver une issue dans les financements qui vont être faits par les investisseurs. Et donc, la taxonomie se retrouve dans les standards, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de déclaratifs autour de la taxonomie, et il va y avoir aussi des déclaratifs spécifiques sur les questions énergétiques autour du gaz, du charbon et du nucléaire. Donc, mais essentiellement hein, sur les questions des énergies fossiles. Donc oui, il y aura un lien, bien sûr, pour les entreprises qui devront faire référence à ces engagements de taxonomie. Il y a une cohérence, hein. Objectivement. Je ne sais pas comment après ça marchera, mais et là je rejoins totalement les positions de Pascal Canfin là-dessus. Il y a un vrai, j'allais dire, on est en train de construire hein, mur après mur. Enfin, on pose des briques qui quand même constituent un ensemble assez cohérent sur le fait qu'on essaye de se diriger vers la neutralité en 2050 et qu'on essaye de mettre chaque acteur et chaque actrice à sa place, petit bout par petit bout. La finance, les entreprises, j'allais dire tous les textes spécifiques, sectoriels sur le recyclage, sur le plastique, etc. On essaye de construire. Évidemment, il y a beaucoup de résistance, mais quand même, il y a la question de l'agriculture hein, aussi, il y a la question des traités de libre-échange. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'on n'arrivera pas à tenir nos objectifs si on continue, par exemple, comme on vient de le faire, à discuter un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et faire circuler dans des containers pendant 20 000 kilomètres des produits agricoles notamment qu'on a également ici. Donc, il y a des sujets de cohérence, il y a des sujets de construction, mais pour autant, ça avance. C'est une excellente conclusion. Merci de nous avoir accordé du temps et puis à bientôt pour les prochaines étapes. Eh ben, merci beaucoup à vous et puis bon courage pour expliquer tout ça. Merci. Bonne journée. Ciao. Au revoir.